En 1847, dans une plantation isolée du sud de la Géorgie, un médecin itinérant découvrit que toutes les femmes esclaves, récemment accouchées, portaient les mêmes traits distinctifs dans leur progéniture. Des traits qui ne pouvaient appartenir qu'aux deux fils de la propriétaire. Ce qu'il découvrit ensuite dans les registres secrets de cette maison transforma sa compréhension de ce que les êtres humains sont capables de planifier, de systématiser et de perpétuer au nom du profit et du contrôle absolu. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cela nous aide énormément à comprendre qui partage notre fascination pour ces histoires enfouies dans les ombres de l'histoire. Maintenant, retournons en Géorgie, à une époque où certains secrets étaient protégés par des murs de silence plus épais que les murailles des forteresses. Les années 1840 constituent une période charnière dans le sud des États-Unis d'Amérique. L'économie de cette région repose entièrement sur le système des plantations et sur le travail forcé de centaines de milliers d'âmes asservies. La Géorgie, avec ses vastes étendues de terres fertiles, représente l'un des piliers de cette économie du coton et du tabac. Les grandes propriétés s'étendent sur des milliers d'hectares, isolées les unes des autres par des forêts denses de pins et de chênes, par des marécages impénétrables où grouillent les serpents et les alligators, par des rivières paresseuses qui serpentent dans la végétation luxuriante. Dans la partie sud-est de la Géorgie, à environ 4 journées de cheval de Savannah, se trouve une région particulièrement reculée où les plantations les plus anciennes ont établi leur domination depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces domaines ancestraux appartiennent à des familles qui se considèrent comme l'aristocratie du Sud, des dynasties qui ont bâti leur fortune sur le dos d'êtres humains réduits en esclavage et qui défendent ce système avec une conviction absolue, le présentant comme l'ordre naturel des choses, comme une nécessité économique, voire comme une mission civilisatrice. Parmi ces propriétés se distingue le domaine des Pemberton, une exploitation tentaculaire qui couvre près de 3000 hectares de terres cultivables et de forêts. La demeure principale, construite dans le style néoclassique typique des grandes plantations sudistes, se dresse au sommet d'une légère colline, entourée d'un parc où des magnolias centenaires projettent leur ombre sur des allées de gravier blanc. La maison elle-même présente une façade imposante, ornée de colonnes doriques, un large perron accessible par un escalier de pierre, des galeries couvertes qui entourent le bâtiment sur 2 niveaux. Les volets verts contrastent avec la blancheur immaculée des murs, et le toit d'ardoise reflète la lumière brutale du soleil de Géorgie. Derrière cette façade de respectabilité et d'élégance se cachent les véritables structures qui font fonctionner le domaine. Les quartiers des esclaves, une série de cabanes en bois alignées le long d'une route de terre rouge, chacune abritant plusieurs familles dans des conditions de promiscuité extrême. Plus loin se trouvent les entrepôts, les ateliers de transformation du coton, les écuries, les forges, les cuisines collectives. Et puis, à l'écart, presque dissimulé par un bosquet de cyprès, un bâtiment de briques rouges que les esclaves appellent entre eux la maison des naissances. Un lieu dont personne ne parle ouvertement, mais que tous connaissent et redoutent. La famille Pemberton elle-même présente une structure inhabituelle pour l'époque. Le patriarche, Nathaniel Pemberton, est décédé en 1838 d'une fièvre contractée lors d'un voyage d'affaires à la Nouvelle-Orléans. Depuis lors, c'est son épouse, Constance Pemberton, qui dirige la plantation avec une main de fer. Cette situation en soi n'est pas exceptionnelle, car le Sud compte plusieurs veuves qui gèrent des domaines hérités de leur mari. Mais ce qui distingue Madame Pemberton, c'est la manière dont elle a pris le contrôle absolu de tous les aspects de l'exploitation, y compris et surtout de ce que l'on appelle pudiquement la gestion de la main-d'œuvre servile. Constance Pemberton, à 43 ans en 1847, conserve les traces d'une beauté austère et froide. Grande, mince, toujours vêtue de robes sombres même en été, elle porte ses cheveux noirs striés de gris, tirés en arrière, dans un chignon serré qui accentue la sévérité de ses traits. Ses yeux gris-bleu possèdent une fixité dérangeante.
un regard qui semble traverser les gens plutôt que les voir. Elle ne sourit jamais en public, ne manifeste aucune émotion, parle d'une voix posée et basse qui oblige ses interlocuteurs à tendre l'oreille. Cette maîtrise de soi permanente, cette absence totale d'affect visible, inspire un malaise profond à tous ceux qui la côtoient. Ses deux fils vivent avec elle dans la grande demeure. L'aîné Edmund a 24 ans en 1847. Il ressemble étrangement à sa mère, même grande taille élancée, mêmes yeux clairs et froids, même maintien rigide. Il s'occupe officiellement de la gestion agricole de la plantation, supervisant les contremaîtres, planifiant les rotations de culture, négociant la vente des récoltes. Mais ceux qui travaillent sous ses ordres notent quelque chose d'étrange dans son comportement. Une obéissance absolue aux directives maternelles, une absence totale d'initiative personnelle, comme si sa volonté propre avait été éteinte ou n'avait jamais existé. Le cadet, Silas, a 22 ans. Plus petit et plus trapu que son frère, il possède des traits plus épais, des cheveux châtains bouclés qui contrastent avec la chevelure lisse d'Edmund. On lui a confié la responsabilité de ce que Madame Pemberton appelle l'administration domestique, ce qui englobe la supervision des esclaves de maison, l'entretien de la demeure et surtout la tenue des registres. Car les Pemberton conservent des registres détaillés, méticuleux, obsessionnels même, de tout ce qui concerne leurs propriétés et leurs biens, y compris bien sûr les êtres humains qu'ils possèdent. Les deux frères ne se sont jamais mariés. Cette situation, qui commence à susciter des commentaires dans les cercles sociaux restreints de l'aristocratie locale, est généralement attribuée à leur dévouement filial et à la nécessité de rester auprès de leur mère veuve. Mais ceux qui connaissent mieux la famille murmurent d'autres explications, suggèrent que Madame Pemberton exerce sur ses fils un contrôle qui dépasse largement les liens familiaux normaux, qu'elle les maintient dans un état de dépendance psychologique qui empêche toute velléité d'indépendance. La plantation Pemberton compte en 1847 environ 180 esclaves, dont une proportion inhabituellement élevée de femmes en âge de procréer. Cette démographie particulière a été façonnée délibérément au fil des années, principalement depuis que Constance a pris les rênes du domaine. Alors que la plupart des plantations de la région maintiennent un ratio d'environ 2 hommes pour une femme afin de maximiser la force de travail dans les champs, les Pemberton ont inversé cette proportion. Les 3/4 de leur main-d'œuvre servile sont des femmes âgées de 15 à 35 ans. Cette politique a suscité des interrogations parmi les autres planteurs de la région, mais Madame Pemberton justifie cette stratégie par des arguments économiques apparemment rationnels. Elle explique que l'investissement dans les femmes en âge de procréer constitue une forme de capital auto-reproductif, que chaque enfant né sur la plantation représente un actif supplémentaire sans coût d'acquisition, que cette approche garantit un approvisionnement constant en main-d'œuvre sans dépendre des marchés d'esclaves aux prix fluctuants. Depuis l'interdiction de l'importation d'esclaves africains en 1808, le commerce intérieur des esclaves est devenu une activité extrêmement lucrative et les enfants nés en captivité représentent effectivement la principale source de nouveaux travailleurs asservis. Mais il y a quelque chose dans la manière dont les Pemberton gèrent cet aspect de leur exploitation qui dépasse la simple logique économique. Les esclaves eux-mêmes le sentent, le savent, bien qu'ils n'osent en parler qu'à voix basse, dans l'obscurité de leur cabane, quand ils sont certains que personne ne peut les entendre. Ils voient comment certaines femmes sont sélectionnées, séparées des autres, installées dans des quartiers légèrement meilleurs. Ils remarquent les visites nocturnes, les absences mystérieuses, les grossesses qui se succèdent avec une régularité troublante. Et surtout, ils observent les enfants qui naissent, ces enfants dont les traits révèlent des origines qui ne devraient pas exister. L'histoire que nous racontons commence véritablement en mars 1847, avec l'arrivée sur la plantation d'un homme qui n'aurait jamais dû voir ce qu'il a vu. Le docteur Samuel Hartwick est un médecin itinérant qui parcourt les régions rurales de Géorgie.
offrant ses services aux plantations trop éloignées des villes pour avoir accès régulièrement à des soins médicaux. Âgé de 37 ans, originaire de Philadelphie, il a étudié la médecine à l'université de Pennsylvanie avant de s'installer dans le sud pour des raisons qu'il préfère garder pour lui. Certains disent qu'il fuit un scandale, d'autres qu'il cherche simplement l'aventure et l'indépendance que procure la vie itinérante. Hartwig est un homme de taille moyenne, aux cheveux blonds grisonnants, aux yeux noisettes perpétuellement fatigués par les longues chevauchées sous le soleil. Il porte généralement des vêtements pratiques et usés, garde toujours sa sacoche de médecin attachée à sa selle. Contrairement à beaucoup de ses confrères sudistes, il n'a jamais complètement adhéré à l'idéologie esclavagiste. Il soigne les esclaves avec le même soin qu'il apporte aux Blancs, ce qui lui vaut la méfiance de certains planteurs, mais aussi une réputation de compétence qui assure la continuité de sa clientèle. En ce mois de mars particulièrement chaud et humide, Hartwig reçoit un message urgent de la plantation Pemberton. Une épidémie de fièvre semble se propager parmi les esclaves, et Madame Pemberton requiert ses services pour endiguer la contagion avant qu'elle n'affecte la productivité du domaine. Le médecin connaît la plantation de réputation, mais ne s'y est jamais rendu auparavant. Il entreprend donc le voyage de 2 jours depuis sa dernière halte, traversant des paysages de plus en plus sauvages et isolés. Quand il arrive enfin en vue du domaine Pemberton, le soleil décline déjà vers l'horizon, projetant des ombres longues et déformées à travers les allées de magnolias. La demeure elle-même semble surgir de nulle part, blanche et imposante au sommet de sa colline, comme un temple grec égaré dans les terres humides de Géorgie. Hartwig ressent immédiatement un malaise qu'il ne parvient pas à définir. Peut-être est-ce le silence trop profond qui règne sur le domaine, peut-être l'absence de ces bruits habituels que l'on entend dans toutes les plantations, les chants des esclaves dans les champs, les cris des enfants qui jouent, les conversations qui flottent dans l'air du soir. Un domestique noir d'une 50aine d'années, vêtu d'une livrée impeccable, mais au visage étrangement inexpressif, vient prendre les rênes de son cheval et le conduit vers la maison principale. Madame Pemberton l'attend sur le perron, droite et immobile comme une statue. Elle ne descend pas les marches pour l'accueillir, ne tend pas la main, se contente d'un hochement de tête minimal. Sa voix, quand elle parle enfin, est aussi froide que son regard. « Docteur Hartwig, vous avez mis du temps à arriver. Ce n'est pas une question mais un constat, presque un reproche. » Hartwig s'excuse brièvement, explique les difficultés du chemin. Constance Pemberton l'interrompt d'un geste de la main. « Peu importe, vous êtes là maintenant. Mes fils vont vous conduire au quartier des esclaves. Il semble que nous ayons un cas de fièvre typhoïde. Plusieurs sont déjà alités. Je compte sur vous pour contenir l'épidémie rapidement. Nous ne pouvons nous permettre de perdre du temps pendant la saison des plantations. » Edmund et Silas apparaissent alors de l'intérieur de la maison, et Hartwig ressent un nouveau frisson de malaise en les voyant. Il y a quelque chose dans leur manière de se tenir légèrement en retrait de leur mère, dans leur façon de ne parler que lorsqu'elle les y autorise d'un regard, dans leur ressemblance troublante malgré leurs différences physiques. Les 2 frères portent le même masque d'indifférence polie, la même absence d'affect que leur mère. Edmund prend la parole en premier, d'une voix monocorde. « Suivez-nous, docteur. Nous allons vous montrer les malades. » Aucun mot de bienvenue, aucune formule de courtoisie. Juste cette instruction plate, dénuée de toute chaleur humaine. Alors que la nuit tombe rapidement, les 3 hommes se dirigent vers les quartiers des esclaves, en suivant un chemin de terre battu éclairé par les lanternes que portent Edmund et Silas. Hartwig observe les cabanes qui se dessinent dans l'obscurité grandissante, note leur nombre inhabituel, leur disposition étrange. Contrairement à la plupart des plantations, où les quartiers des esclaves forment un ensemble relativement compact, ici les habitations semblent divisées en plusieurs groupes distincts, séparés par des espaces vides et des palissades basses. Ils arrivent finalement devant une cabane plus grande que les autres, où sont rassemblés une dizaine de malades couchés sur des nattes de paille. L'odeur qui s'en échappe est caractéristique. Sueur, fièvre, déjection. Hartwig reconnaît immédiatement les symptômes classiques de la fièvre typhoïde. Il commence son examen, prend le pouls des malades, observe la langue, palpe l'abdomen,
pose des questions sur l'évolution des symptômes. Ce qui le frappe immédiatement, c'est que tous les malades sont des hommes, des jeunes hommes robustes pour la plupart, certainement les travailleurs les plus productifs de la plantation. Aucune femme parmi eux. Il fait remarquer cette observation à Edmund, qui répond sans la moindre inflexion. Les femmes sont installées dans d'autres quartiers, séparés pour des raisons d'hygiène et d'organisation. Nous les isolons davantage pour les protéger, étant donné leur valeur reproductive. Cette formulation, valeur reproductive, prononcée avec un tel détachement clinique, met Hartwig mal à l'aise. Mais il se concentre sur sa tâche, prescrit des traitements, donne des instructions détaillées sur l'isolement des malades, l'approvisionnement en eau propre, la désinfection des espaces communs. Il insiste pour voir également les quartiers des femmes afin de s'assurer que l'épidémie ne s'y est pas propagée. Silas échange un regard avec son frère avant de répondre. « Cela ne sera pas nécessaire ce soir, docteur. Les femmes vont bien. Nous vous conduirons là-bas demain matin en pleine lumière. Il est tard maintenant et vous devez être fatigué par votre voyage. » Hartwig accepte, trop épuisé effectivement pour insister. On le conduit à une chambre d'invité dans l'aile est de la demeure principale, une pièce confortable, mais étrangement impersonnelle, comme si personne n'y avait jamais vraiment séjourné. Les meubles sont beaux mais froids, les murs nus à l'exception d'un miroir et d'un portrait sombre représentant ce qui doit être le défunt Nathaniel Pemberton, un homme au visage sévère et au regard pénétrant qui semble suivre le visiteur dans tous ses déplacements. Cette première nuit, Hartwig dort mal. Il est réveillé plusieurs fois par des bruits qu'il ne parvient pas à identifier. Des pas furtifs dans le couloir, des portes qui s'ouvrent et se referment, des murmures étouffés qui semblent venir de très loin. À un moment, vers 3 heures du matin, il se lève et s'approche de la fenêtre. De là, il peut voir une partie des quartiers des esclaves, faiblement éclairés par quelques lanternes. Et il remarque quelque chose d'étrange. Des silhouettes qui se déplacent dans l'obscurité, suivant un chemin précis qui semble mener vers ce bâtiment de briques rouges qu'il a aperçu à son arrivée, celui que les esclaves appellent la maison des naissances. Le lendemain matin, Hartwig se réveille avec la sensation désagréable de n'avoir pas vraiment dormi. La lumière crue du soleil de Géorgie inonde sa chambre, et il entend déjà les bruits de la plantation qui reprend vie. Les appels des contremaîtres, le roulement sourd des charrettes, les coups sourds des outils agricoles. Il se prépare rapidement et descend pour le petit déjeuner. Dans la salle à manger, Madame Pemberton préside la table avec la même rigidité que la veille. Edmund et Silas sont déjà assis, mangeant en silence. La nourriture est abondante et de bonne qualité, du jambon fumé, des œufs, du pain frais, de la confiture, du café fort. Mais l'atmosphère est glaciale. Personne ne parle, sauf pour échanger les formules strictement nécessaires. Les esclaves qui servent à table se déplacent comme des ombres, les yeux baissés, le visage fermé. Après le repas, Hartwig demande à voir les quartiers des femmes comme promis. Madame Pemberton hoche la tête et fait signe à Silas de l'accompagner. Edmund, lui, doit retourner superviser les travaux dans les champs de coton. Le médecin et le jeune Pemberton sortent donc ensemble, marchant côte à côte dans la chaleur déjà écrasante du matin. Silas le conduit d'abord vers la zone des cabanes que Hartwig a vue la veille, celle où sont logés les hommes malades et les travailleurs des champs. Puis ils contournent un bosquet épais d'arbres et débouchent sur un espace complètement différent. Ici, les cabanes sont plus espacées, mieux entretenues. Certaines ont même de petits jardins potagers devant, des fleurs qui poussent près des portes. L'atmosphère semble plus vivante, moins oppressante. Des enfants jouent dans la poussière, des femmes s'affairent à diverses tâches, lessive, cuisine, couture. Mais en observant mieux, Hartwig commence à remarquer des détails troublants. Presque toutes les femmes qu'il croise sont jeunes, entre 15 et 35 ans comme il l'avait entendu dire. Beaucoup sont visiblement enceintes à divers stades de leur grossesse. Et parmi les enfants qui jouent, une proportion étonnamment élevée présente des traits physiques caractéristiques. Peau plus claire que celle de leur mère, cheveux aux textures différentes, yeux de couleurs variées, allant du brun foncé au gris clair.
Le médecin connaît évidemment la réalité du métissage dans les plantations. Il sait que les viols et les abus sexuels des maîtres blancs sur les femmes esclaves sont une pratique répandue et systématique dans tout le Sud. Mais ce qu'il observe ici va au-delà de cas isolés d'abus. Il y a quelque chose de méthodique, de planifié dans cette démographie particulière. Il examine plusieurs femmes, vérifie qu'aucune ne présente de symptômes de fièvre typhoïde. Toutes semblent en bonne santé, bien nourries même, ce qui contraste avec l'état souvent déplorable des esclaves dans d'autres plantations. Hartwig note que ces femmes reçoivent manifestement des rations alimentaires supérieures, des conditions de logement meilleures, un traitement global plus favorable. Mais aucune ne le regarde dans les yeux. Aucune ne répond à ces questions avec autre chose que des monosyllabes prononcées à voix basse. Une femme en particulier attire son attention. Elle s'appelle Ruth, a environ 28 ans, et porte son 5e enfant selon ce qu'elle lui confie dans un murmure à peine audible. Ce qui frappe Hartwig, c'est que ses 4 enfants précédents, présents autour d'elle, présentent tous des traits très similaires, même structure faciale allongée, mêmes yeux gris-bleu, même teinte de peau café au lait. Et ces traits ressemblent de manière troublante à ceux d'Edmund Pemberton. Une autre femme, plus jeune, peut-être 19 ou 20 ans, se nomme Dina. Elle tient dans ses bras un nourrisson de quelques mois, et 2 autres enfants s'accrochent à sa jupe. Tous 3 partagent une ressemblance frappante. Cheveux châtains bouclés, traits plus épais, yeux marron clair, les mêmes caractéristiques que Silas Pemberton. Hartwig sent une nausée monter en lui alors qu'il commence à comprendre ce qu'il observe. Ce n'est pas le résultat d'abus aléatoires ou opportunistes, c'est quelque chose de beaucoup plus calculé, de beaucoup plus systématique. Ces femmes ne sont pas violées au hasard par divers hommes blancs. Elles sont assignées, sélectionnées, utilisées comme des reproductrices par les 2 fils Pemberton, sous la direction et le contrôle de leur mère. Il essaie de garder son sang-froid, de ne rien laisser paraître de son horreur grandissante. Silas, qui l'observe depuis le début de l'inspection, semble parfaitement à l'aise, presque indifférent. Il commente d'une voix neutre. « Comme vous pouvez le constater, docteur, nos femmes sont en excellente santé. Ma mère accorde une grande importance à leur bien-être. Ce sont nos actifs les plus précieux. Chaque enfant qui naît ici représente une valeur de 500 à 800 $ une fois qu'il atteint l'âge de travailler. Cette réduction de vies humaines à leur valeur monétaire, exprimée avec un tel naturel, révèle l'étendue de la déshumanisation qui règne sur cette plantation. Hartwig demande à voir l'endroit où les femmes accouchent, prétextant vouloir s'assurer que les conditions sanitaires sont appropriées. Silas hésite une fraction de seconde, puis accepte de le conduire vers le bâtiment de briques rouges que le médecin a remarqué dès son arrivée. Ils approchent de ce que les esclaves appellent la maison des naissances, un édifice d'1 étage, solidement construit, avec des fenêtres étroites munies de barreaux. L'entrée est gardée par une femme noire d'une 50aine d'années, au visage marqué par les années, mais aux yeux vifs et intelligents. Silas la présente comme Esther, la sage-femme principale de la plantation, celle qui supervise toutes les naissances et s'occupe des femmes enceintes. Esther conduit Hartwig à l'intérieur. Le bâtiment se révèle étonnamment bien équipé pour une installation destinée aux esclaves. Il y a plusieurs chambres propres avec des lits confortables, des draps blancs, des bassines d'eau, des instruments médicaux de base. Une pièce centrale sert de salle commune où les femmes enceintes peuvent se reposer durant les dernières semaines de leur grossesse. Tout est ordonné, presque clinique dans sa propreté et son organisation. Mais c'est dans une pièce du fond que Hartwig découvre quelque chose qui confirme ses pires soupçons. Sur une étagère s'alignent plusieurs registres reliés en cuir. Pendant que Silas s'absente quelques instants pour donner des instructions à Esther, le médecin s'approche et ouvre l'un de ses volumes. Ce qu'il y découvre le glace jusqu'aux os. Les pages contiennent des enregistrements méticuleux de chaque naissance survenue sur la plantation au cours des dernières années. Mais ces registres vont bien au-delà des simples annotations habituelles de nom, date et sexe de l'enfant.
Ils incluent des descriptions détaillées des caractéristiques physiques de chaque nouveau-né. Couleur de peau, texture des cheveux, forme du visage, couleur des yeux. Et surtout, chaque entrée comporte une note manuscrite identifiant le géniteur, désigné par une lettre codée, E ou S. Edmund. Silas. Les deux fils Pemberton. Plus troublant encore, les registres indiquent un système de rotation organisé. Certaines femmes sont assignées exclusivement à Edmund pendant plusieurs mois, puis transférées à Silas, puis à nouveau à Edmund. D'autres semblent spécialisées pour l'un ou l'autre. Des notes en marge évaluent la qualité de chaque progéniture, commentent la santé des enfants, leur potentiel futur de travail, leur valeur marchande estimée. Il y a même des sections entières consacrées à ce que le registre appelle « amélioration de la lignée ». Des femmes dont les premiers enfants ont présenté des traits jugés désirables, robustesse physique, intelligence apparente, docilité, sont systématiquement réutilisées pour produire d'autres enfants avec le même géniteur. C'est de l'élevage humain, appliqué avec la même méthodologie que les planteurs utilisent pour améliorer leur race de chevaux ou de bétail. Hartwig referme rapidement le registre en entendant les pas de Silas qui revient. Mais son esprit tourbillonne. Il vient de comprendre l'ampleur du système mis en place par Constance Pemberton. Cette femme ne se contente pas d'exploiter le travail de ses esclaves. Elle a transformé sa plantation en une véritable entreprise de reproduction humaine, utilisant ses propres fils comme étalons reproducteurs pour créer une main-d'œuvre métisse qui appartient entièrement à la famille Pemberton. Le médecin passe le reste de la journée dans un état de choc dissimulé. Il continue ses visites médicales, traite les malades de fièvre typhoïde, donne ses recommandations. Mais une partie de son esprit travaille frénétiquement, essayant de comprendre comment un tel système a pu être mis en place, comment il peut persister sans que personne ne s'y oppose, sans que les autorités locales n'interviennent. La réponse est simple et terrible. Dans la Géorgie de 1847, les esclaves ne sont pas considérés comme des êtres humains aux yeux de la loi. Ils sont une propriété, comme le bétail ou les outils agricoles. Un maître peut faire ce qu'il veut de sa propriété, y compris la violer, la torturer, la tuer s'il le souhaite. Aucune loi ne protège les esclaves des abus de leurs propriétaires. Et le fait qu'un maître engendre des enfants avec ses esclaves, loin d'être considéré comme scandaleux, est une pratique si répandue qu'elle est presque acceptée comme normale. Ce qui rend le cas Pemberton particulièrement pervers, c'est le degré d'organisation et de systématisation. Ce n'est pas le résultat de pulsions individuelles ou d'abus opportunistes. C'est une politique délibérée, planifiée, exécutée méthodiquement sous la direction d'une femme qui a transformé la reproduction forcée en modèle économique. Le soir venu, Hartwig dîne à nouveau avec la famille Pemberton. L'atmosphère est aussi glaciale que la veille. Constance Pemberton, trônant en bout de table, l'interroge sur ses conclusions médicales avec sa précision habituelle. Le médecin explique que l'épidémie de typhoïde est contenue, que les malades devraient se rétablir avec les traitements appropriés, que les mesures d'hygiène qu'il a recommandées devraient prévenir une nouvelle épidémie. Madame Pemberton hoche la tête avec satisfaction. « Excellent, docteur Hartwig. Je savais que nous pouvions compter sur votre compétence. Vous resterez naturellement quelques jours de plus pour surveiller l'évolution de la situation. Je ne veux prendre aucun risque avec mes investissements. » La manière dont elle prononce le mot « investissement », en regardant brièvement ses fils, n'échappe pas à Hartwig. Il accepte de rester, prétextant que c'est effectivement la procédure médicale appropriée. Mais en réalité, il a besoin de temps pour comprendre pleinement ce qui se passe ici, pour rassembler des preuves, pour décider de ce qu'il doit faire avec les informations terribles qu'il a découvertes. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Hartwig entend à nouveau les bruits étranges qui l'avaient réveillé la veille. Des pas dans le couloir, le craquement d'une porte qui s'ouvre, des murmures étouffés. Il se lève silencieusement, enfile ses vêtements et s'approche de sa porte. Par l'entrebâillement, il aperçoit une silhouette qui descend l'escalier principal, portant une lanterne.
C'est Edmund Pemberton. Le médecin attend quelques instants, puis décide de le suivre. Il descend à son tour, prudemment, gardant ses distances. Edmund traverse le hall d'entrée, sort par une porte latérale et se dirige vers les quartiers des esclaves. Hartwig le suit à travers les ombres projetées par les magnolias, son cœur battant fort dans sa poitrine. Edmund se dirige directement vers la section réservée aux femmes. Il entre dans l'une des cabanes, celle où vit Ruth, la femme aux 4 enfants qui ressemble tant à Edmund. Hartwig s'approche prudemment, se dissimule derrière un arbre proche. À travers les interstices de la cabane mal jointe, il peut voir des ombres se déplacer à la lumière vacillante d'une chandelle. Ce qu'il entend le glace. Pas de violence apparente, pas de cris. Juste des murmures bas, échangés entre Edmund et Ruth. Le ton est presque domestique, familier même. Ruth semble habituée à ces visites nocturnes, résignée. Hartwig l'entend dire doucement. « Les enfants dorment, maître Edmund. Ils vont bien. Le petit a dit son premier mot hier. » La voix d'Edmund répond, étrangement douce elle aussi. Mère sera contente de l'apprendre. Elle dit que celui-ci sera fort, qu'il pourra travailler jeune. Tu fais du bon travail, Ruth. Cette conversation atroce, où une mère esclave doit rapporter les progrès de ses propres enfants à l'homme qui les a engendrés par la force, révèle la profondeur du système de contrôle psychologique mis en place par les Pemberton. Ils ont réussi à créer une apparence de normalité, presque de domesticité, autour de ce qui est fondamentalement un viol systématique et une reproduction forcée. Puis le silence se fait, rompu seulement par des bruits que Hartwig préfère ne pas identifier. Il s'éloigne, nauséeux, retourne vers la maison principale. Mais avant de rentrer, il aperçoit une autre lumière qui bouge dans la nuit. Cette fois, c'est Silas qui sort d'une cabane différente, celle où vit Dinah avec ses 3 enfants, aux traits identiques aux cadets des Pemberton. Le système fonctionne donc chaque nuit. Les 2 frères visitent tour à tour leurs femmes assignées, perpétuant ce cycle infernal de reproduction forcée sous le contrôle maternel. Et Hartwig comprend maintenant que Constance Pemberton a créé bien plus qu'un simple système économique. Elle a construit une dynastie basée sur la déshumanisation totale, transformant ses propres fils en instruments de son empire d'esclavage, les privant de toute autonomie émotionnelle ou sexuelle normale, les réduisant eux aussi à des rouages dans sa machine de reproduction. Les jours suivants, Hartwig continue ses visites médicales, tout en observant discrètement le fonctionnement de la plantation. Il remarque d'autres détails troublants. Les femmes qui ont donné naissance à plusieurs enfants de race mixte reçoivent des privilèges, meilleures rations alimentaires, vêtements de meilleure qualité, travaux moins pénibles. Celles qui accouchent d'enfants robustes et en bonne santé sont récompensées, tandis que celles dont les enfants naissent faibles ou malades sont punies, rétrogradées aux travaux les plus durs. Il découvre également que certaines femmes, celles qui ont dépassé l'âge de procréer ou qui se sont révélées infertiles, sont vendues à d'autres plantations. Elles disparaissent simplement, remplacées par de nouvelles acquisitions, de jeunes femmes achetées sur les marchés d'esclaves, avec un seul critère en tête, leur potentiel reproductif. Une conversation qu'il surprend entre Edmund et un contremaître révèle une autre dimension du système. Le contremaître rapporte que l'une des femmes, nommée Sarah, refuse de manger depuis 3 jours. Edmund répond froidement « Informez ma mère. Si elle persiste, elle sera transférée au champ et remplacée. Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement. La résistance existe donc, même dans cet enfer organisé. Certaines femmes tentent de reprendre un minimum de contrôle sur leur corps, même si cela signifie des punitions terribles. » Hartwig apprend que Sarah est une jeune femme de 22 ans qui a déjà donné naissance à 3 enfants en 4 ans. Épuisée physiquement et psychologiquement brisée, elle a essayé de se rebeller de la seule manière qui lui reste, en refusant de se nourrir. Le médecin demande à la voir, prétextant qu'il doit examiner son état de santé. On le conduit à la cabane où Sarah est confinée, presque comme une prisonnière. Il la trouve allongée sur une paillasse, émaciée, le regard vide fixé au plafond.
Quand il essaie de lui parler, elle ne répond pas, ne le regarde même pas. Esther, la sage-femme, qui l'accompagne, murmure à voix basse. Elle a perdu l'esprit, docteur. Ça arrive parfois. Elles ne peuvent plus supporter. Dans ces quelques mots, Hartwig entend des années de témoins silencieux, de complicité forcée dans l'horreur quotidienne. Il tente de parler à Sarah avec douceur, lui explique qu'il est médecin, qu'il veut l'aider. Finalement, après de longues minutes, elle tourne la tête vers lui. Ses yeux sont vides, comme si toute humanité en avait été drainée, et elle dit, d'une voix à peine audible, « Laissez-moi mourir. C'est tout ce que je demande. Laissez-moi juste mourir. » Hartwig sent les larmes lui monter aux yeux. Il sait qu'il ne peut rien faire pour elle dans l'immédiat, pas sans mettre en danger sa propre position et sa capacité à témoigner éventuellement de ce qu'il a vu. Il lui prescrit un tonique, espérant au moins soulager sa souffrance physique, et promet silencieusement qu'il trouvera un moyen de faire connaître la vérité. Si cette histoire vous glace le sang, si vous commencez à comprendre l'ampleur de ce qui se tramait dans cette plantation isolée de Géorgie, prenez un moment pour liker cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à la place du docteur Hartwig, sachant que toute dénonciation pourrait non seulement échouer, mais aussi empirer la situation des victimes. Nous continuons maintenant, car ce que le médecin va découvrir dans les jours suivants dépassera même ses pires craintes. Le 5e jour de son séjour, Hartwig est convoqué dans le bureau privé de Constance Pemberton. C'est la première fois qu'il pénètre dans cette pièce située à l'étage de la demeure. Une grande salle aux murs lambrissés de bois sombre, meublée avec un mélange de luxe et d'austérité. Un imposant bureau de chêne domine l'espace, couvert de papiers méticuleusement organisés, de registres comptables, de cartes de la propriété. Mais ce qui attire immédiatement l'attention de Hartwig, c'est l'armoire vitrée qui occupe tout un mur. Elle contient des dizaines de volumes reliés, tous identiques dans leur apparence au registre qu'il a brièvement consulté dans la maison des naissances. Ce sont les archives complètes de la plantation Pemberton, les documents qui retracent chaque aspect de l'exploitation depuis sa fondation à la fin du XVIIIe siècle. Constance Pemberton est assise derrière son bureau, droite comme toujours, ses mains fines posées à plat sur le bois poli. Elle regarde Hartwig avec cette fixité dérangeante qui est sa marque distinctive. Quand elle parle enfin, sa voix est aussi neutre que d'habitude. « Docteur Hartwig, je vous ai observé ces derniers jours. Vous êtes un homme compétent et discret. C'est une qualité rare. » Le médecin sent un frisson d'appréhension. Il répond prudemment « Je fais simplement mon travail, Madame Pemberton. » Elle incline légèrement la tête. « Vraiment ? J'ai l'impression que vous faites bien plus que cela. Vous observez, vous notez, vous réfléchissez. Vous posez des questions, même sans les formuler à voix haute. » Elle marque une pause, puis ajoute « Je connais ce regard, docteur. C'est celui d'un homme qui a vu quelque chose qui le trouble profondément. » Hartwig essaie de garder son sang-froid. « Je ne suis qu'un simple médecin de campagne, madame. Je m'occupe de soigner les malades. » Constance Pemberton se lève et s'approche de la fenêtre qui donne sur la plantation. De là, on peut voir les quartiers des esclaves, les champs de coton qui s'étendent à perte de vue, toute l'étendue de son empire. Elle dit, toujours de dos, « Mon mari était un homme faible, docteur Hartwig. Quand il est mort, cette plantation était au bord de la ruine. Les dettes s'accumulaient, la production chutait, nous perdions des esclaves à cause des maladies et de la malnutrition. En 5 ans, j'ai renversé cette situation. » Elle se retourne vers lui. « Voulez-vous savoir comment ? En comprenant une vérité simple que la plupart des planteurs ignorent. La valeur d'un esclave ne réside pas seulement dans son travail immédiat. Elle réside dans sa capacité à produire d'autres esclaves. Une femme en bonne santé peut donner naissance à 8, 10, 12 enfants au cours de sa vie. Chacun de ces enfants représente une fortune. Et si ces enfants sont de race mixte, ils valent encore plus sur le marché, car ils sont considérés comme plus dociles, plus intelligents, plus faciles à former. » Hartwig l'écoute avec une horreur croissante, alors qu'elle expose sa logique économique avec une froideur absolue. Elle continue. « Mais il y avait un problème.
Comment garantir un approvisionnement constant de géniteurs de qualité sans dépendre de facteurs externes? Comment contrôler la qualité de la progéniture? La solution s'est imposée naturellement. Mes fils. Elle prononce ces mots sans la moindre hésitation, sans la moindre trace de honte ou de gêne. Edmond et Silas sont des jeunes hommes sains, vigoureux, issus d'une excellente lignée. Ils possèdent les traits génétiques que je souhaite perpétuer dans ma main-d'œuvre. Et surtout, je peux les contrôler complètement. Ils ne réclament pas de salaire, ne peuvent me trahir, n'ont aucune loyauté divisée. Ils sont les instruments parfaits de ma stratégie. Hartwig trouve enfin sa voix, tremblante d'indignation malgré ses efforts pour rester neutre. Madame Pemberton, vous parlez de vos propres fils. Vous parlez d'êtres humains, les femmes que vous forcez. Elle l'interrompt d'un geste de la main. Des biens, docteur, pas des êtres humains. La loi est très claire sur ce point, et mes fils accomplissent leur devoir familial. Je les ai élevés pour comprendre que tout sacrifice personnel est justifié pour la prospérité de notre lignée. Le médecin réalise avec effroi que Constance Pemberton ne voit absolument rien de mal dans ce qu'elle a créé. Dans son esprit, elle a simplement appliqué les principes de l'élevage scientifique au domaine de la gestion esclavagiste. Elle ne cache pas sa stratégie parce qu'elle la considère comme légitime, intelligente même, comme une innovation dont elle est fière. Elle retourne à son bureau et ouvre l'un des registres. Regardez, docteur, en 9 ans, depuis que j'ai mis en place ce système, notre population d'esclaves a augmenté de 120%, sans un seul achat majeur sur le marché. Chaque enfant né ici coûte seulement les frais de nourriture et de soins de sa mère pendant la grossesse, soit environ $50. Mais à l'âge de 10 ans, cet enfant vaut au minimum $600. À 15 ans, $1000 ou plus. C'est un retour sur investissement de 2000%. Elle referme le registre et regarde Hartwig droit dans les yeux. Vous êtes troublé, je le vois. Vous venez du Nord, n'est-ce pas? De Pennsylvanie, si mes informations sont correctes. Vous n'avez pas grandi dans notre système, vous ne comprenez pas notre réalité. Mais vous êtes intelligent. Vous savez que ce que je fais n'est qu'une version plus efficace de ce que tous les planteurs font. La seule différence est que moi, je l'ai systématisé. Hartwig se force à demander, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Et vos fils, ils ont accepté ce rôle volontairement? Un sourire fantôme traverse brièvement le visage de Constance Pemberton, le premier signe d'émotion que le médecin lui voit exprimer. Mes fils n'ont jamais eu d'autre choix, docteur. Je les ai préparés à cette fonction depuis leur adolescence. Ils comprennent que leur valeur réside dans leur utilité pour la famille. Edmond, en particulier, a excellé dans sa tâche. Silas a eu plus de difficultés au début, mais il s'est adapté. Elle se rassoit, croisant ses mains sur le bureau. Je vous ai fait venir ici pour une raison, docteur Hartwig. Je vous ai observé soigner mes esclaves avec un soin inhabituel. Vous êtes compétent, méticuleux, et surtout, vous comprenez la valeur du silence. Je cherche un médecin résident pour la plantation. Le poste est très bien rémunéré, $5000 par an plus le logement et la nourriture. Votre seule responsabilité serait de maintenir mes investissements en bonne santé. Hartwig réalise avec horreur qu'elle essaie de l'acheter, de le faire complice de son système. Il bégaye. Je dois réfléchir à votre offre, madame. Elle hoche la tête. Naturellement. Prenez votre temps. Mais comprenez bien une chose, docteur. Ce que vous avez vu ici, ce que vous avez compris, doit rester entre ces murs. Si vous parliez, personne ne vous croirait. Et même si on vous croyait, cela ne changerait rien. Ce que je fais est parfaitement légal. Les esclaves sont ma propriété. Je peux en disposer comme je l'entends. Sa voix se durcit légèrement. De plus, toute tentative de votre part pour interférer avec mes affaires aurait des conséquences désastreuses pour les esclaves eux-mêmes. Si les autorités devaient enquêter, si un scandale devait éclater, je serais obligé de disperser ma main-d'œuvre, de vendre les femmes et les enfants séparément sur différents marchés. Ces familles que vous avez vues, ces enfants, seraient déchirés, séparés à jamais. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? C'est le chantage parfait.
Constance Pemberton utilise la compassion même que Hartwig ressent pour les victimes comme arme pour assurer son silence. Si le médecin dénonce ce qu'il a vu, il condamnera les esclaves à un sort peut-être pire encore que leur situation actuelle. S'il se tait, il devient complice du système. Il n'y a pas d'issue morale simple. Hartwig quitte le bureau dans un état de choc profond. Il retourne à sa chambre, s'assoit sur le lit, la tête entre les mains. Il pense à Sarah qui veut mourir, à Ruth et Dina, forcées de porter les enfants des fils Pemberton, à tous ces enfants métis qui grandissent dans cette plantation sans savoir que leur existence même est le résultat d'un plan calculé de reproduction humaine. Cette nuit-là, incapable de dormir, il décide d'agir. Il doit au moins documenter ce qu'il a vu, créer une trace écrite qui pourra un jour servir de témoignage. Il commence à rédiger un rapport détaillé, notant tout ce qu'il a observé, les noms des femmes qu'il a examinées, les détails des registres qu'il a consultés, les conversations qu'il a surprises. Il travaille à la lueur d'une bougie, écrivant frénétiquement, sachant que c'est peut-être sa seule chance de créer une documentation de ses crimes. Mais alors qu'il est plongé dans son travail, il entend la porte de sa chambre s'ouvrir doucement. Il lève la tête et découvre Edmund Pemberton qui se tient sur le seuil, une expression indéchiffrable sur le visage. Le fils aîné des Pemberton entre dans la pièce et referme la porte derrière lui. Il regarde les papiers étalés sur la table, les notes que Hartwig a prises. Puis il dit, d'une voix étrangement douce, « Ma mère m'a envoyé vérifier que vous alliez bien, docteur. Elle se soucie de votre confort. C'est évidemment un mensonge. Edmund est là pour surveiller, pour s'assurer que le médecin ne fait rien qui pourrait nuire aux intérêts de la famille. » Hartwig essaie de cacher ses notes, mais Edmund fait un pas en avant et tend la main. « Puis-je voir ce que vous écrivez ?» Le médecin hésite, puis réalise qu'il n'a pas le choix. Il tend ses papiers à Edmund, qui les lit lentement, méthodiquement. Son visage reste impassible tout au long de sa lecture. Quand il a terminé, il lève les yeux vers Hartwig et dit « Vous jugez ce que vous ne comprenez pas, docteur. » Hartwig trouve le courage de répondre « Je comprends parfaitement. Je comprends que votre mère vous a utilisé, vous et votre frère, comme des instruments dans un plan monstrueux. Je comprends que des femmes sont violées systématiquement, forcées de porter des enfants encore et encore. » Pour la première fois, une émotion passe sur le visage d'Edmund, quelque chose qui ressemble à de la douleur ou peut-être à de la confusion. Monstrueux? Il répète le mot comme s'il essayait d'en comprendre le sens. Ma mère nous a donné un but. Elle nous a montré comment perpétuer notre lignée, comment assurer la prospérité de notre famille. Sans ces directives, nous ne serions rien. Hartwig réalise qu'il parle à un homme qui a été psychologiquement détruit, conditionné depuis l'adolescence à accepter son rôle dans ce système pervers. Edmund n'est pas seulement un perpétrateur, il est aussi une victime, bien que d'une nature différente. Sa mère a détruit toute autonomie morale en lui, l'a réduit à un simple exécutant de sa volonté. Edmund continue, et maintenant il y a une note de désespoir dans sa voix. Vous pensez que j'aime ce que je fais? Vous pensez que je n'ai pas essayé de résister? Quand j'avais 16 ans, ma mère m'a amené dans les quartiers des esclaves pour la première fois. Elle m'a dit que c'était mon devoir, que je devais produire des héritiers pour notre propriété. J'ai refusé. Savez-vous ce qu'elle a fait? Il s'assoit lourdement sur une chaise, le visage entre les mains. Elle a fait fouetter la fille, Ruth, celle que vous avez examinée. 20 coups de fouet pendant que j'étais forcé de regarder. Et elle m'a dit que si je refusais à nouveau, elle en ferait fouetter 10 autres. Alors j'ai obéi. J'ai toujours obéi depuis. Parce que désobéir signifie que d'autres souffrent. Cette révélation montre une autre dimension du système Pemberton. Constance n'a pas seulement construit une machine de reproduction humaine, elle a créé un réseau de contrôle psychologique où chaque personne est piégée, où la résistance de l'un entraîne la punition des autres. Les fils sont maintenus dans l'obéissance par la menace de violence contre les esclaves. Les esclaves sont maintenus dans la soumission par la menace de séparation de leurs enfants. C'est un système parfait de terreur mutuelle.
Hartwig demande doucement. Et Silas? Edmund relève la tête. Silas est différent. Il a accepté plus facilement. Parfois je pense qu'il a trouvé un moyen de se convaincre que tout cela est normal, que nous accomplissons vraiment notre devoir familial. Ou peut-être a-t-il simplement cessé de ressentir quoi que ce soit. Je ne sais plus. Nous ne parlons jamais de ces choses. Ma mère ne le permet pas. Le médecin sent sa colère se mélanger à une forme de pitié pour cet homme brisé. Mais il doit poser la question qui le hante. Les femmes, Ruth, Dina, les autres, comment peuvent-elles supporter? Edmund se lève, se dirige vers la fenêtre. Certaines résistent au début, comme Sarah. Mais ma mère a des méthodes. Elle sépare celles qui résistent de leurs enfants jusqu'à ce qu'elles cèdent. Elle les affame. Elle les fait travailler aux tâches les plus dures. Et si elles persistent, elle les vend. Et leurs enfants restent ici, perdus pour toujours. Alors elles finissent par accepter, par se résigner. Certaines développent même une sorte d'affection tordue, parce que c'est le seul moyen de survivre psychologiquement. Ils se retournent vers Hartwig. Vous voulez exposer tout cela? Vous voulez être le héros qui dénonce les Pemberton? Allez-y, mais sachez que vous détruirez tout. Les femmes seront vendues, séparées de leurs enfants. Les enfants seront dispersés sur tout le sud. Et moi, Silas, nous serons ruinés socialement, mais nous survivrons. Ce sont eux qui paieront le prix de votre conscience. C'est exactement l'argument que Constance Pemberton avait avancé. Et c'est terriblement efficace, parce que c'est fondamentalement vrai. Dans le système légal et social du Sud, en 1847, il n'existe aucun mécanisme pour protéger les esclaves des abus de leurs maîtres. Une exposition publique du système Pemberton ne conduirait pas à une libération, mais simplement à une redistribution des victimes vers d'autres plantations, vers d'autres maîtres peut-être pires encore. Edmund ramasse les notes de Hartwig et les lui tend. Gardez-les si vous voulez. Écrivez votre rapport, mais réfléchissez bien avant de le publier. Parfois, le silence est la seule forme de compassion possible. Il quitte la chambre, laissant Hartwig seul avec ses pensées torturées et ses notes inutiles. Le médecin reste éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond, se demandant s'il existe une réponse morale à cette situation impossible. Le lendemain, Hartwig annonce à Constance Pemberton qu'il doit partir. « Ses autres patients ont besoin de lui », dit-il, et l'épidémie de typhoïde sur la plantation est maintenant contrôlée. Madame Pemberton accepte son départ avec son indifférence habituelle, mais lui rappelle son offre d'emploi. « Ma proposition reste ouverte, docteur. Vous êtes le bienvenu ici quand vous aurez pris votre décision. » Avant de partir, Hartwig demande la permission de faire une dernière visite au quartier des esclaves pour s'assurer que tous ses patients se portent bien. On l'autorise et il se dirige vers la cabane où vit Ruth. Il la trouve seule, ses enfants jouant dehors sous la surveillance d'une femme plus âgée. Quand il entre, Ruth lève les yeux vers lui avec une expression de résignation lasse. Le médecin s'assoit près d'elle et lui dit à voix basse « Ruth, je veux vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. » Elle le regarde longuement, puis secoue la tête. « Vous ne pouvez rien faire, docteur Blanc. Rien du tout. Vous partez aujourd'hui et demain tout continuera comme avant. Maître Edmund viendra ce soir ou demain soir. J'aurai un autre bébé l'année prochaine. Et celui-là grandira comme les autres, et il sera vendu ou restera ici pour travailler jusqu'à ce qu'il meure. C'est comme ça. » Hartwig insiste. « Mais si je témoignais de ce que j'ai vu, si je contactais les autorités ?» Ruth rit, un rire amer et sans joie. « Les autorités? Vous pensez qu'ils se soucient de nous? Nous sommes juste des biens, docteur, comme les mules ou les charrues. Maîtresse Constance peut faire ce qu'elle veut. Et même si vous parliez, même si quelqu'un vous croyait, vous savez ce qui arriverait? Elle nous vendrait tous. Mes enfants seraient envoyés dans différentes plantations. Je ne les reverrai jamais. Au moins ici, je peux les voir grandir. Au moins ici, je sais où ils sont. » C'est la même logique terrible que Constance Pemberton et Edmund ont avancée. Et venant de Ruth elle-même, d'une des victimes principales de ce système, cela acquiert un poids encore plus écrasant. Elle préfère l'horreur qu'elle connaît à l'incertitude terrifiante de la séparation d'avec ses enfants.
Hartwig essaie une dernière fois, et Sarah, la femme qui refuse de manger, le visage de Ruth s'assombrit. Sarah est faible. Elle ne comprend pas qu'il faut survivre. Moi aussi j'ai voulu mourir, au début, quand maître Edmund est venu la première fois, quand j'avais 15 ans. J'ai pleuré pendant des semaines. J'ai prié pour que Dieu me tue. Mais ensuite, le premier bébé est venu, et j'ai compris que je devais vivre pour lui. C'est comme ça qu'on survit. On trouve une raison de continuer. Elle pose sa main sur son ventre légèrement arrondi, signe d'une nouvelle grossesse. Celui-ci viendra en décembre. Ce sera mon 5e. Peut-être que ce sera une fille cette fois. Peut-être qu'elle aura une vie un peu moins dure que moi. C'est tout ce qu'on peut espérer. Hartwig quitte la cabane de Ruth, les yeux embués de larmes. Il se dirige ensuite vers la maison des naissances, où il sait que Sarah est toujours confinée. Hester, la sage-femme, le laisse entrer sans poser de questions. Sarah est allongée sur son lit, encore plus émaciée que lors de sa dernière visite. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. La vacuité a été remplacée par une détermination sombre, presque sereine. Quand Hartwig s'approche, elle lui sourit faiblement et dit « Vous partez aujourd'hui, n'est-ce pas, docteur? Je peux le voir sur votre visage. Vous avez compris que vous ne pouvez rien faire. » Le médecin s'agenouille près du lit. « Sarah, il faut que vous mangiez. Vous allez mourir si vous continuez. » Elle hoche la tête lentement. « Je sais, c'est le but. C'est la seule liberté qui me reste, docteur. La seule chose qu'ils ne peuvent pas me forcer à faire. Ils peuvent violer mon corps. Ils peuvent planter leurs graines en moi. Ils peuvent me prendre mes enfants. Mais ils ne peuvent pas me forcer à vivre. » Hartwig sent son cœur se briser. Il demande dans un murmure « Vos enfants, où sont-ils » Sarah ferme les yeux. « Vendus. Les 3. Maîtresse Constance a dit que j'étais une mauvaise reproductrice, que mes bébés étaient trop faibles. Elle les a vendus quand ils avaient 3 ans, 5 ans et 7 ans. Tous séparément. Je ne sais même pas où ils sont maintenant. » Des larmes coulent sur ses joues creusées. Alors quand elle a annoncé qu'elle voulait me donner un autre tour avec maître Silas, j'ai décidé que c'était fini. Plus jamais. Le médecin ne sait que dire. Il reste là, tenant la main décharnée de Sarah, témoin impuissant de la destruction d'un être humain par un système qui nie son humanité même. Finalement, Sarah ouvre les yeux à nouveau et dit « Vous allez écrire sur nous, docteur, sur ce qui se passe ici ?» Hartwig acquiesce. J'ai commencé. J'ai pris des notes. Sarah serre sa main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. Alors promettez-moi quelque chose. Promettez-moi que vous raconterez la vérité. Pas seulement sur maîtresse Constance et ses fils, mais sur nous. Sur Ruth, qui doit prétendre aimer les hommes qui la violent. Sur Dina, qui chante des berceuses aux bébés qu'on lui a forcé à faire. Sur moi, qui préfère mourir plutôt que de continuer. Promettez-moi que les gens sauront que nous étions humaines, que nous avons souffert, que nous avons résisté comme nous pouvions. Le médecin promet, la gorge serrée par l'émotion. Il reste avec Sarah encore quelques minutes, puis doit partir. En quittant la maison des naissances, il croise Hester qui lui dit à voix basse « Elle sera morte dans 1 semaine, docteur. » Et maîtresse Constance dira simplement qu'elle était malade, qu'elle n'était pas assez forte. Puis elle achètera une nouvelle fille au marché de Savannah, et tout continuera. Hartwig monte sur son cheval, ses sacoches chargées de ses instruments médicaux et de ses notes cachées. Alors qu'il s'éloigne de la plantation Pemberton, il se retourne une dernière fois. La grande demeure blanche brille sous le soleil de Géorgie, imposante et sereine en apparence. Mais maintenant, il sait ce qui se cache derrière cette façade de respectabilité. La machine à broyer des vies humaines qui fonctionne jour après jour, nuit après nuit, avec la précision d'une horloge. Il chevauche pendant des heures, l'esprit torturé par ce qu'il a vu et par son impuissance. Quand il arrive finalement dans la petite ville la plus proche, il se rend directement au bureau du shérif local. Peut-être que malgré tout, malgré les avertissements, il peut au moins essayer de faire quelque chose. Le shérif, un homme bedonnant d'une 50aine d'années nommé Jeremiah Colt, l'écoute poliment pendant quelques minutes, puis l'interrompt avec un rire gras.
Docteur, vous êtes nouveau dans la région, n'est-ce pas? Vous venez du Nord. Quand Hartwig acquiesce, le shérif secoue la tête. Écoutez, je ne sais pas comment ça se passe là-haut, mais ici, ce que fait un planteur avec ses nègres, c'est ses affaires. Madame Pemberton gère sa propriété comme elle l'entend. Si elle veut faire reproduire ses esclaves par ses fils, ça la regarde. C'est pas illégal, c'est même plutôt malin si vous voulez mon avis. Hartwig insiste, mais ces femmes sont violées systématiquement. Ce sont des êtres humains. Le shérif se penche en arrière dans sa chaise, croisant ses mains sur son ventre. Ce sont des biens, docteur. La loi est claire. Et même si vous trouviez un juge qui voudrait écouter votre histoire, ce qui n'est pas gagné, qu'est-ce qui arriverait? Constance Pemberton a des relations dans tout l'État. Son mari était un homme respecté. Elle-même est considérée comme une femme d'affaires remarquable. Vous êtes un médecin itinérant venu du Nord. Qui pensez-vous qu'on croira? Il se lève, signalant la fin de la conversation. Mon conseil, docteur, oubliez ce que vous avez vu. Occupez-vous de vos patients et de vos affaires. Si vous commencez à répandre des histoires sur les Pemberton, ça va juste vous attirer des ennuis. Et ça n'aidera personne. Hartwig quitte le bureau du shérif avec la confirmation de ce qu'il craignait. Le système protège les Pemberton parce qu'ils sont le système. Leur pratique n'est qu'une version plus organisée de ce que tous les planteurs font. La différence n'est que de degré, pas de nature. Il passe les jours suivants dans un état de dépression profonde, se demandant ce qu'il peut faire avec les informations qu'il a rassemblées. Il envisage de contacter des abolitionnistes du Nord, mais réalise que même cela pourrait mettre en danger les esclaves de la plantation. Si les Pemberton découvrent qu'il a parlé, ils disperseront leur main-d'œuvre comme ils l'ont menacé de faire. Finalement, il décide de faire ce que Sarah lui a demandé. Documenter la vérité, créer un témoignage écrit qui survivra peut-être au système lui-même. Il rédige un rapport détaillé de tout ce qu'il a vu, entendu et compris durant son séjour à la plantation Pemberton. Il décrit le système de reproduction forcée, les registres méticuleux, le contrôle psychologique exercé sur les filles Pemberton, la résignation désespérée des femmes esclaves, tout. Il cache ce document dans ses affaires personnelles, avec l'intention de le confier un jour à quelqu'un qui pourra en faire usage. Peut-être quand les temps changeront, peut-être quand l'esclavage sera aboli. S'il vit assez longtemps pour voir ce jour. Les mois passent. Hartwig reprend sa vie de médecin itinérant, visitant d'autres plantations, soignant d'autres malades. Mais il ne peut oublier ce qu'il a vu chez les Pemberton. Et il commence à remarquer des signes similaires ailleurs, dans d'autres domaines. Des proportions anormales de femmes en âge de procréer, des enfants métis en grand nombre, des systèmes de récompense et de punition basés sur la fécondité. Le système Pemberton n'est pas unique, il est simplement plus efficace, plus ouvertement organisé. Mais l'idée d'utiliser les femmes esclaves comme des reproductrices, de créer une main-d'œuvre auto-renouvelable, cette idée se répand dans tout le Sud. Les planteurs en parlent entre eux, partagent leurs stratégies, comparent leurs résultats. Ce qui horrifie Hartwig, c'est que Constance Pemberton devient en fait une sorte de modèle, une pionnière dont les méthodes sont admirées et imitées. En janvier 1848, presque un an après sa visite à la plantation, Hartwig reçoit une lettre. L'enveloppe porte le sceau des Pemberton. À l'intérieur, un message bref de la main de Constance elle-même. Docteur Hartwig, je pensais que vous aimeriez savoir que nous avons eu une année excellente. 32 naissances, toutes en bonne santé. Ruth a donné naissance à une fille en décembre, comme elle l'espérait. Sarah est décédée en avril de cause naturelle. Ma proposition d'emploi reste ouverte si vous changez d'avis. Cordialement, Constance Pemberton. Cette lettre, avec son ton froid et commercial, sa réduction de vies humaines à des statistiques, son euphémisme brutal au sujet de la mort de Sarah, résume parfaitement l'horreur de ce que Hartwig a découvert. Ce n'est pas de la cruauté sadique, pas de la violence passionnée. C'est quelque chose de pire. Une déshumanisation systématique, calculée, présentée comme une simple gestion rationnelle de ressources.
Le médecin range la lettre avec ses autres documents sur la plantation Pemberton. Il continue sa vie, porte son secret, attend une époque où peut-être son témoignage aura de l'importance. En avril 1849, 2 ans après sa visite, Hartwig apprend par un voyageur de commerce que Silas Pemberton est mort. Apparemment, le jeune homme s'est suicidé, cependant dans sa chambre au milieu de la nuit. Aucune note n'a été laissée. Les funérailles ont été discrètes, la famille refusant d'expliquer les circonstances exactes du décès. Hartwig reçoit cette nouvelle avec un mélange de tristesse et de compréhension. Silas, contrairement à son frère Edmund, n'avait peut-être pas réussi à supporter le poids de ce qu'il était forcé de faire. Peut-être que sa conscience, étouffée mais pas complètement morte, avait fini par se réveiller. Ou peut-être que le conditionnement psychologique imposé par sa mère avait simplement cessé de fonctionner, le laissant face à l'horreur de ses actes, sans les mécanismes de défense qui lui permettaient de les rationaliser. La plantation continue de fonctionner. Edmund reprend seul le rôle que lui et son frère partageaient auparavant. Constance Pemberton, maintenant dans sa 45e année, maintient son contrôle de fer sur le domaine. Le système qu'elle a créé ne dépend pas d'une personne en particulier, il est devenu institutionnel, auto-perpétuant. En 1850, 3 ans après sa visite, Hartwig décide qu'il ne peut plus rester dans le sud. Le poids de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit chaque jour dans les plantations qu'il visite, est devenu insupportable. Il retourne en Pennsylvanie, reprend un cabinet médical à Philadelphie, loin de l'horreur quotidienne de l'esclavage. Mais même là, il ne peut oublier. Il rejoint discrètement des cercles abolitionnistes, partage son témoignage avec ceux qui luttent contre le système esclavagiste. Son récit de la plantation Pemberton circule parmi les militants, devient l'un des nombreux témoignages utilisés pour démontrer les atrocités du système. Cependant, Hartwig découvre rapidement que même dans le Nord, beaucoup refusent de croire à l'ampleur de ce qu'il décrit. Ils pensent qu'il exagère, qu'il déforme la réalité pour servir la cause abolitionniste. L'idée qu'une femme puisse organiser systématiquement l'utilisation de ses propres fils comme reproducteurs d'esclaves semble trop horrible, trop invraisemblable pour être vrai. Son témoignage est accueilli avec scepticisme même par ceux qui s'opposent à l'esclavage. C'est le paradoxe cruel de l'horreur extrême. Quand elle dépasse un certain seuil, elle devient littéralement incroyable, trop monstrueuse pour être acceptée comme réalité. Les gens préfèrent croire que Hartwig ment ou exagère plutôt que d'accepter que de tels actes puissent être commis avec autant de méthode et de sang-froid. Les années passent. La tension entre le Nord et le Sud s'intensifie. Les débats sur l'esclavage deviennent de plus en plus virulents. Hartwig vieillit, continue son travail de médecin, garde son secret documenté dans une malle fermée à clé dans son bureau. En avril 1861, la guerre civile éclate. Hartwig, maintenant âgé de 51 ans, offre ses services comme médecin militaire pour l'armée de l'Union. Il passe les 4 années suivantes à soigner les blessés sur les champs de bataille, témoin d'une autre forme d'horreur, celle de la guerre fratricide qui déchire le pays. Pendant la guerre, il entend des nouvelles occasionnelles de la Géorgie. La région est dévastée par les combats, les plantations sont détruites ou abandonnées, le système esclavagiste s'effondre progressivement. Il se demande ce qui est arrivé à la plantation Pemberton, à Ruth et Dinah et aux autres femmes, à tous ces enfants métis nés du système monstrueux de Constance. En 1865, la guerre se termine. L'esclavage est aboli. Hartwig, épuisé et vieilli par les années de conflit, retourne à Philadelphie. Il reprend son cabinet, soigne les vétérans et leurs familles, essaie de retrouver une vie normale. C'est en 1867, 20 ans après sa visite à la plantation Pemberton, qu'il reçoit des nouvelles définitives. Un ancien esclave du domaine Pemberton, qui a réussi à gagner Philadelphie après l'émancipation, vient le consulter pour un problème de santé mineur. L'homme, qui se fait maintenant appeler Joseph Freeman, reconnaît Hartwig de sa visite 2 décennies auparavant.
Dans le cabinet médical, après l'examen, Freeman raconte ce qui s'est passé. En 1864, alors que les armées de l'Union avançaient en Géorgie, la plantation Pemberton a été progressivement abandonnée. Les esclaves ont commencé à fuir, profitant du chaos de la guerre pour gagner leur liberté. Edmund Pemberton a tenté de maintenir l'ordre, mais sans succès. Il est mort en 1865, tué lors d'un affrontement avec des troupes de l'Union qui traversaient la propriété. Constance Pemberton, elle, a survécu à la guerre, mais a perdu tout son empire. Sans esclaves, sans ses fils, sans le système qu'elle avait passé des décennies à construire, elle s'est retrouvée seule dans la grande Maison Blanche. Freeman raconte qu'elle a vécu encore 3 ans après la fin de la guerre, refusant de quitter la demeure, refusant d'accepter que son monde avait disparu. Elle est morte en 1868, à l'âge de 64 ans, seule et amère, dans une maison qui tombait en ruine autour d'elle. « Et les femmes ?» demande Hartwig. « Ruth, Dinah, les autres, leurs enfants ?» Freeman hésite, puis dit « Ruth est partie vers le nord avec 4 de ses enfants. Le 5e est mort pendant la guerre, de la fièvre. Elle vit maintenant à Boston, je crois. Elle a pris le nom de famille de son père, qu'elle avait découvert dans les vieux registres de la plantation. Elle ne parle jamais de ce qui s'est passé là-bas. Dinah a disparu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle est morte pendant la guerre. Peut-être qu'elle a trouvé une nouvelle vie ailleurs. Beaucoup d'entre nous ont simplement disparu, docteur. C'était plus facile de recommencer complètement ailleurs, avec un nouveau nom, une nouvelle histoire. Qui voudrait porter le souvenir de ce que nous avons vécu? Et les enfants? Freeman secoue la tête tristement. Il y en avait tellement. Plus de 100 enfants nés du système de maîtresse Constance. Certains sont restés ensemble, d'autres ont été séparés pendant le chaos de la guerre et de l'après-guerre. Beaucoup ne savent même pas qui était leur vrai père. C'est peut-être mieux ainsi. Hartwig écoute, le cœur lourd. Le système Pemberton s'est effondré avec la guerre et l'abolition, mais ses conséquences persistent. Ces enfants, ces femmes, portent les cicatrices psychologiques et émotionnelles de ce qu'ils ont vécu, et la plupart d'entre eux ont choisi le silence, l'oubli, parce que la vérité est trop douloureuse à porter, trop honteuse à avouer, même si la honte ne leur appartient pas. Freeman se lève pour partir, puis se retourne vers Hartwig. « Docteur, je sais que vous avez essayé de nous aider à l'époque. Je sais que vous avez voulu parler de ce qui se passait. Merci d'avoir essayé. Même si ça n'a rien changé sur le moment, merci d'avoir vu que nous étions humains. » Après le départ de Freeman, Hartwig reste longtemps assis dans son cabinet, regardant par la fenêtre les rues de Philadelphie où la vie continue, normale et paisible. Il pense à toutes les victimes du système Pemberton, à leur vie brisée, à leurs secrets enfouis. Il pense à Sarah, morte depuis maintenant 20 ans, qui lui avait demandé de raconter la vérité. Cette nuit-là, il sort ses vieux documents, les notes qu'il a prises il y a 2 décennies, et commence à les organiser. Il écrit un récit complet de ce qu'il a vu, un témoignage détaillé du système de reproduction forcée mis en place par Constance Pemberton. Il ne cherche pas à le publier, il sait que même maintenant, après l'abolition, beaucoup refuseraient de croire à une telle histoire. Mais il veut créer un document qui survivra, qui témoignera pour ceux qui ne peuvent pas témoigner eux-mêmes. Il place ce document dans une enveloppe scellée, avec des instructions pour qu'elle soit ouverte après sa mort et donnée à une société historique. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, quelqu'un découvrira ce témoignage et comprendra la véritable ampleur de l'horreur que le système esclavagiste a permise. Samuel Hartwig meurt en 1875, à l'âge de 65 ans. Conformément à ses instructions, son témoignage sur la plantation Pemberton est transmis à la Société historique de Pennsylvanie. Mais dans le climat de réconciliation nationale qui suit la reconstruction, personne ne veut rouvrir les plaies de l'esclavage. Le document est archivé, catalogué, oublié. Les décennies passent. Le XXe siècle arrive. Les archives de la Société historique s'accumulent, des milliers de documents témoignant de l'histoire américaine.
Le témoignage de Hartwig reste dans ces boîtes poussiéreuses, non lues, non étudiées, un secret parmi tant d'autres. En 1923, un incendie détruit une partie des archives de la Société historique de Pennsylvanie. Beaucoup de documents sont perdus à jamais. Le témoignage de Hartwig est parmi ceux-ci. Les seules traces qui restent sont quelques mentions dans des catalogues, des références vagues à un médecin du 19e siècle qui aurait décrit des abus dans une plantation de Géorgie. La plantation Pemberton elle-même tombe en ruine après la guerre civile. Les bâtiments s'effondrent progressivement, envahis par la végétation. La grande maison blanche perd ses colonnes, son toit s'affaisse, ses murs se fissurent. Les quartiers des esclaves disparaissent, retournent à la terre. La maison des naissances, ce lieu d'horreur systématisé, est démoli au début du XXe siècle pour récupérer les briques. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de la plantation Pemberton. Le terrain a été divisé, vendu, transformé. Une partie est devenue une zone résidentielle, une autre, un centre commercial. Quelques arbres anciens survivent, des magnolias centenaires, qui ont été témoins de tout mais ne peuvent rien raconter. Les descendants des victimes du système Pemberton vivent aujourd'hui partout en Amérique, la plupart ignorant complètement leur histoire. Les enfants de Ruth, de Dinah, de toutes ces femmes dont les noms ont été oubliés, ont eu leurs propres enfants, qui ont eu les leurs, génération après génération. Ils portent dans leurs gènes la trace de ce qui s'est passé, mais l'histoire elle-même a été perdue, enfouie dans le silence, que les victimes ont choisi pour survivre. Constance Pemberton est enterrée dans un petit cimetière, près de ce qui était autrefois sa plantation. Sa pierre tombale, maintenant érodée et inclinée, porte une inscription simple. Constance Pemberton, 1804 à 1868, épouse et mère dévouée. Aucune mention de ce qu'elle a vraiment été, de ce qu'elle a vraiment fait. Juste un mensonge poli gravé dans la pierre. Edmund et Silas Pemberton reposent près d'elle, leur tombe marquée par des pierres similaires. Leur vie réduite à des dates et des formules conventionnelles. Rien n'indique qu'ils ont été les instruments d'un système de reproduction forcée. Rien ne suggère qu'ils ont engendré des centaines d'enfants avec des femmes esclaves sous la direction de leur mère. L'histoire officielle de la région ne mentionne la plantation Pemberton que brièvement, comme l'une des nombreuses propriétés agricoles qui ont prospéré avant la guerre civile et ont disparu avec l'abolition de l'esclavage. Quelques historiens locaux notent que la plantation était particulièrement prospère sous la direction de Madame Constance Pemberton après la mort de son mari, mais ils attribuaient ce succès à une gestion intelligente et à des pratiques agricoles modernes. Personne ne sait, personne ne se souvient, personne ne parle du système qui a fonctionné pendant près de 20 ans, du nombre de femmes qui ont été violées systématiquement, du nombre d'enfants qui sont nés de cette horreur organisée. C'est comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Mais dans certaines familles afro-américaines de Géorgie et du Nord-Est, il y a des histoires qui se transmettent à voix basse. Des grands-mères qui disent à leurs petites filles de ne jamais oublier d'où elles viennent, même si elles ne peuvent pas dire exactement ce que cela signifie. Des vieux oncles qui ont des yeux gris-bleu inhabituels et qui refusent de parler de leur arrière-arrière-grand-père. Des photographies jaunies montrant des femmes au regard triste et des enfants métis alignés devant des cabanes en bois. Ces fragments, ces échos, sont tout ce qui reste. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le souvenir n'a pas besoin d'être complet pour être réel. Peut-être que ces silences, ces regards détournés, ces histoires qu'on ne peut pas raconter complètement, témoignent plus puissamment que n'importe quel document historique de ce qui s'est vraiment passé dans cette plantation isolée de Géorgie entre 1838 et 1865. L'horreur du système Pemberton ne résidait pas seulement dans sa cruauté, mais dans sa banalité. Ce n'était pas l'œuvre d'un monstre fou, mais le résultat d'une logique économique poussée à son extrême, d'un système qui permettait de réduire des êtres humains à leur valeur marchande et reproductive. Constance Pemberton n'était pas une exception aberrante.
Elle était simplement plus efficace, plus méthodique, plus ouvertement systématique que les autres. Et c'est peut-être la leçon la plus terrifiante de cette histoire. Le mal absolu ne nécessite pas de démons ou de monstres. Il suffit d'un système qui déshumanise, d'une société qui accepte cette déshumanisation comme normale, et de personnes prêtes à optimiser l'horreur au nom du profit et de la tradition. Vous venez d'entendre l'histoire de la plantation Pemberton, une histoire qui pourrait avoir été vraie, qui ressemble à des dizaines d'histoires vraies qui se sont déroulées dans le Sud américain avant l'abolition de l'esclavage. Les détails spécifiques peuvent être reconstitués, mais le système lui-même a existé. Les témoignages historiques confirment que des planteurs ont systématiquement utilisé la reproduction forcée comme stratégie économique, que des femmes esclaves ont été réduites à des reproductrices, que des enfants métis ont été produits et vendus comme du bétail. Alors demandez-vous, combien d'histoires comme celle-ci n'ont jamais été racontées? Combien de secrets sont morts avec leurs victimes? Combien de témoignages ont été détruits, oubliés, délibérément effacés? Si cette histoire vous a bouleversé, si elle vous a fait réfléchir sur les capacités humaines pour le bien et le mal, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire partageant vos réflexions et partagez cette vidéo avec ceux qui croient que l'histoire doit être connue, même quand elle est douloureuse, surtout quand elle est douloureuse. Parce que le seul moyen de s'assurer que de telles horreurs ne se reproduisent jamais, c'est de se souvenir qu'elles se sont produites, de refuser le silence confortable de l'oubli, de donner une voix à ceux qui n'ont jamais pu raconter leur propre histoire. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et souvenez-vous que la vérité, même terrible, vaut toujours mieux que le mensonge rassurant.